Monsieur le sénateur Pierre Ouzoulias, historien, archéologue de formation, il a même été conservateur du patrimoine dans une autre vie avant de devenir parlementaire en 2017. Et donc, il est sensibilisé à la problématique des communs fonciers de très longue date, puisque ses origines familiales, notamment en Haute-Corrèze, lui ont fait côtoyer les communs par le biais des sections de communes. Et puis par ses travaux scientifiques, qui ont porté très largement sur l'étude des travaux agraires antiques et donc de cette ruralité qui a développé dès ces lointaines époques des mécanismes locaux collectifs de l'usage du sol. Eh bien, il est un des grands témoins de la perpétuation de ces systèmes, parfois sans grandes innovations d'ailleurs jusqu'à nos jours. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir ici Monsieur Marc Debray, qui est très engagé dans la vie associative de sa commune de Retournac, en Haute-Loire. Il a été notamment, ou il est encore peut-être, président de l'amicale laïque de sa localité. Mais c'est son action en qualité d'ayant droit de la section de Sagne, développée dans le cadre d'une association, l'association de défense des droits des membres des sections de la commune de Retournac, qu'il apporte ici ce matin son témoignage pratique, vécu au contact du terrain, des obstacles qui sont dressés par l'appareil d'État à l'activité non seulement traditionnelle, mais le cas échéant novatrice, vous nous l'expliquerez, cher Marc, de ces institutions moins passéistes qu'il ne peut y paraître de prime abord. Et puis, maître Alexandre Ruquier, juriste qui s'est spécialisé dès son deuxième cycle d'études universitaires en droit public, eh bien, est à la fois, alors comment le définir, un théoricien et un praticien de la science administrative, même s'il embrasse de larges champs du droit public, au-delà du contentieux administratif, puisqu'il cumule des activités d'enseignant, de conférencier, avec celles d'animateur de disputes doctrinales académiques, et puis surtout de conseils actifs, et notamment au contentieux devant les juridictions administratives. Alors, maître, vous êtes sensible à la problématique des atteintes portées à l'institution sectionnale, ne serait-ce qu'en raison de vos origines, vous aussi auvergnates, cette région où les communs et notamment les sections demeurent vivaces, et vous êtes devenu depuis plus d'une décennie, via l'AFSAC, l'un des acteurs de la dénonciation au contentieux du caractère finalement illégitime de certaines de ces procédures, et vous nous l'expliquerez. Nous sommes heureux de pouvoir compter également sur la présence de Madame Rachel Burnier, qui a été formée par ses études universitaires à l'activité de conseil en développement des territoires, dans une approche de durabilité des actions entreprises. Et Madame Burnier ne pouvait manquer de croiser la problématique d'usage commun des sols et des terroirs dans le cadre de ses activités professionnelles. La dimension à la fois vertueuse sur le plan écologique et puis productrice de liens sociaux, des pratiques communautaires ancestrales ayant subsisté dans le monde rural en dépit de certaines déviances, parfois, devenant même une évidence pour Madame le maire de la commune de Sauviat et vice-présidente de la communauté de communes Thiers, Mont-d'Or et Montagne depuis 2020. Et puis Monsieur Gaspard Koenig, philosophe de formation, militant engagé au sein de la société civile. Alors, je ne sais pas comment vous définir, globe-trotteur impénitent. C'est au cours de la dernière décennie, et notamment lors d'une pause toute relative, dans un emploi du temps jusqu'alors très chargé, qui va vous conduire notamment à cheval, si j'ai bien compris, de Bordeaux à Rome, que vous prenez le pouls finalement d'une ruralité déboussolée, trop souvent dénigrée par certaines élites, et cette ruralité où se perpétuent néanmoins les liens de tradition collective ancestrale. Alors, votre appétence ancienne pour un libéralisme atypique vous emmène par conséquent sur la voie d'un engagement pour la défense de tous ces mécanismes communautaires mis à mal par un appareil d'État centralisateur. Et à cet égard, je pense que vous n'hésiterez pas à le qualifier de quasi-liberticide. Mais vos préoccupations sont désormais en la matière parfaitement compatibles avec cette agrophilosophie dont vous êtes un promoteur. Voilà, ayant présenté nos intervenants, quelques mots pour
poser le débat et sinon définir l'institution de la section de commune. Sur le plan institutionnel, la section de commune représente assurément la forme la plus ancestrale de communauté d'habitants. C'est celle du village ou du hameau, ayant généré de très très haute antiquité une organisation spatiale, un finage, un paysage largement ouvert à des mécanismes d'usage collectif du sol. Et ce n'est qu'au cours du dernier millénaire, et notamment à la charnière de la Renaissance et des temps modernes, lors de l'affirmation justement de cet État moderne, que les pouvoirs publics princiers ont utilisé en réalité la matrice de la paroisse ecclésiastique en un temps où Église et État sont intimement confondus. Donc l'État moderne utilise cette matrice territoriale pour dessiner les contours d'une commune en quelque sorte politique, englobant toutes ces petites agglomérations, toutes ces petites communautés, tous ces villages préexistants dont les habitants fréquentent alors l'église paroissiale fixée dans celui de ces hameaux qu'il convient désormais de qualifier de chef-lieu de la nouvelle entité juridique communale. Si bien que, contrairement à une idée reçue, la commune n'a pas généré, essaimé en son sein des quartiers, des sections, mais c'est au contraire elle qui a été constituée tardivement selon un mouvement inverse par le regroupement imposé par la puissance publique au sein d'une structure administrative déconcentrée de cette noria donc de villages, de sections. Alors, dans mon village d'une haute vallée savoyarde, en Tarentaise, j'habite un petit village à 1200 mètres d'altitude où les homo sapiens sont un petit peu moins nombreux que les vaches. Eh bien, un de mes voisins, aujourd'hui décédé, un vieux monsieur, s'offusquait il y a quelques années, moins d'une dizaine d'années, de la vente par la municipalité de l'ancienne école de hameau dans ma commune des Chapelles. Cet village, cette section en réalité, et 5 écoles au XIXe siècle. Et alors que donc, le patrimoine de cette section n'était plus administré depuis belle lurette par une commission syndicale, ce vieux monsieur me disait, alors je ne vais pas vous le faire avec son accent savoyard à couper au couteau, mais me disait en quelque sorte, c'est pas normal que le conseil municipal vende l'ancienne école parce que c'est un bien de village. Et donc, c'était une formulation évidemment juridiquement très imprécise, mais ô combien lourde de sens pour nous aujourd'hui, puisque ce vieux monsieur exprimait avec une certaine forme de maladresse, sinon de candeur, le drame actuel en zone rurale du sort réservé à tant de sections communales inexorablement absorbée dans une indifférence trop souvent générale par l'institution municipale elle-même, pourtant moins vénérable que la communauté villageoise. Alors, je dis ceci parce que les sections de communes, et nous sommes nombreux ici à en être persuadés, non seulement demeurent très très nombreuses dans la ruralité française, Jean-François l'a rappelé tout à l'heure, elles représentent dans cette ruralité le fil de trame historique des paysages, notamment que nous avons encore sous nos yeux, alors qu'elles sont plus que jamais discréditées dans leur essence même par des pouvoirs publics assez désireux de les éradiquer pour prétendre, par souci de rationalisation de l'action administrative, faire table rase. Et ceci aux grandes dames de leur indéniable valeur en matière de cohésion sociale, sans même évoquer le mérite d'une gestion prudente de leurs ressources par une communauté humaine précautionneuse, quoi qu'on en dise, de son bien fût-il commun. Quels sont, par conséquent, les bien-fondés de ces mécanismes de propriété sectionnale ancestraux? Quelles sont les entraves que la technostructure administrative, s'appuyant sur une législation abolitionniste, développe de manière insidieuse pour forcer le
le déclin de ces structures avant de constater leur disparition? Quelle est au contraire la modernité de ces systèmes longtemps si décriés? C'est à toutes ces questions, Madame, Messieurs, brûlantes d'actualité, que nous allons tenter de répondre lors de cette première table ronde. Alors, néanmoins, avant d'aller plus avant, il me faut donc rappeler le sort que la loi du 27 mai 2013 réserve aux sections de communes en ayant consacré sans ménagement leur qualité de personne morale de droit public, ce qui les enserre dans un carcan juridique contraignant, voilà, aux grandes dames de leur perpétuation souvent. Donc c'est l'article aujourd'hui L2411-1 du Code général des collectivités territoriales qui donc est ainsi rédigé. Constitue une section de commune, tout ou partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune est une personne morale de droit public, et c'est un peu là que le bât blesse, nous y reviendrons, et sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. Et puis, deuxièmement, et là aussi nous allons en débattre, aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes. Voilà, je pense que la table ronde est présentée, le débat est posé. Je vais donner tout de suite la parole à monsieur Marc Debray, qui est l'un des animateurs souvent invisibles pour la puissance publique de ces institutions ancestrales. Cher Marc, c'est à vous. Merci Bruno. Je me présente rapidement, je m'appelle Marc Debray, je suis retraité, j'ai 72 ans, je vis dans un petit village qui s'appelle Sagne, dans la commune de Retournac. Retournac, c'est à peu près 3000 habitants, quelque chose comme 4900 hectares, 110 km de route à entretenir pour la commune. Voilà à peu près pour le paysage. Chaque hameau, grosso modo, a des biens de section. Pour ce qui concerne le hameau de Sagne, dont je fais partie, nous sommes 9 ayants droit pour une superficie à peu près de 5 hectares et qui concerne à peu près 3 biens constitués de forêts. En 2022, nous avons eu un conflit assez important à partir de août 2022 avec la mairie de Retournac qui a souhaité communaliser environ 6-7 biens de section. On a appris cette volonté de communalisation tout simplement à travers un tableau d'affichage. Je vais vous passer sur les détails et venir vraiment à l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, comment dire, je suis très ému de pouvoir prendre la parole ici dans cette enceinte. Parce que pendant des semaines et des semaines, on a assisté aux conseils municipaux de Retournac sans jamais avoir pu nous exprimer dans ce conseil municipal. Et aujourd'hui, de pouvoir s'exprimer ici devant vous, a à mes yeux quelque chose de vraiment précieux. Ce conflit a réuni à un stade plus de 100 personnes pour défendre les biens de section. Nous avons demandé à plusieurs reprises à la mairie, mais pourquoi voulez-vous communaliser? Pourquoi voulez-vous transférer? Nous n'avons jamais eu de réponse. On a eu aussi une réponse à un moment. On a eu la réponse suivante, c'est obligatoire. Alors, moi, quand je suis avec les collègues dans nos petits bois en train de déblayer un chemin qui a été fermé depuis 3 ans, à nettoyer les lavoirs qui étaient couverts de ronces, à sécuriser une source, parce qu'on sait que demain,
il y aura des enjeux d'incendie dans ce coin-là. On veut absolument la sécuriser. Quand on discute, et puis que je leur dis à mes collègues, ah ben je vais au Sénat, pour eux, le Sénat, c'est un ovni. Alors que je me rappelle que Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire, quand elle parlait de la réforme sur les biens de section, elle disait, mais quand j'en parle à mes collègues sénateurs, les biens de section, c'est un ovni. Alors il y a deux ovnis, mais ça ne se rencontre jamais. C'est curieux, ça se rencontre que lorsqu'il y a conflit. Alors, il y a des raisons à tout ça. Il ne faut pas oublier quand même que, même nous, entre nous, on discute du prix de ce terre. On sait qu'on a droit à la fouage, on sait qu'on peut couper du bois, bien sûr. Mais on se dit, mais combien ça coûte ça? Si on l'avait payé chez le marchand, combien ça nous coûterait? On se rend compte aussi que le bois sur pied, le cours, tout est coté. Le cours, il augmente. On voit bien quelque part les raisons qui amènent une commune, quelles qu'elles soient ces raisons, à dire, allez, on communalise et puis on va tirer quelques sous de cette affaire. Mais c'est oublier une chose. C'est oublier une chose. C'est considérer le bien de section uniquement comme un objet. Un bien de section, et je plaide là-dessus, c'est un organisme vivant. Je m'explique. C'est un organisme vivant du fait qu'il y ait des ayants droit, des hommes, des femmes, qui vivent sur un territoire qui est constitué de forêts, de marais, de rivières. C'est un organisme vivant dans la mesure où ces gens échangent entre eux. Il y a une organisation entre ces gens pour faire travailler ce bien de section. Il y a une organisation de ces gens pour échanger avec la puissance publique. Et cet organisme vivant, il a des repères pour fonctionner. Il n'a pas un repère d'immédiateté. Il a un repère qui est absolument méconnu. Il travaille dans l'avenir, pour un temps qui est complètement indéfini. Voyez-vous, avant-hier, je me promenais avec un collègue, là, on a ramassé des glands. Et puis on les a organisés pour que, si ça germe, on puisse les replanter. Bon, on verra si l'affaire, elle marche. Mais soyons sérieux. Quand on va les planter, on est quand même vieux. Hein. C'est pas nous qui allons casser la croûte sous l'ombre du chêne. Mais on le fait. Parce que ça a une valeur, et une valeur intrinsèque. Je reviens au conflit qui nous a opposés à la mairie de Retournac. Ça a été compliqué. Et puis, en fin de compte, à force d'insister, la mairie de Retournac, parce qu'on lui a laissé aussi une porte ouverte de sortie, elle a cédé en disant « j'arrête la communalisation jusqu'à la fin de mon mandat, sauf pour intérêt général ». On a dit, bon, très bien, c'est la paix des braves, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a eu la chance de rencontrer la chaire Valcom, Jean-François et Olivier, et puis, dans les échanges qu'on a eus, on s'est dit, il faut quand même qu'on sorte par le haut de ce conflit, mais qu'on préserve l'essentiel à nos yeux, c'est cet organisme vivant. Et puis, dans les échanges qu'on a eus, il y a un ancien maire qui nous a dit, mais et pourquoi vous ne feriez pas une charte que vous soumetteriez au prochain candidat aux élections municipales? On s'est dit, oui, c'est une bonne idée. Après tout, on revient dans le jeu, puisque la loi, elle nous prive de notre identité. On n'est plus ayant droit, on est membre. Elle nous prive de notre représentativité. Il n'y a plus de commission syndicale possible.
elle nous prive d'un moyen d'échange, d'une structure d'échange, d'un cadre d'échange avec les instances. Alors, essayons, proposons autre chose à la communauté. Et on a rédigé une charte que je vais vous lire et qui, il me semble-t-il, vraiment représente la démarche qu'on a eue. Et je voudrais vraiment que ce sujet de charte soit, après tout, peut être, après tout, le début d'une réflexion pour une nouvelle loi. Parce que la première chose qu'on va demander, c'est qu'on nous rétablisse dans notre identité. Je peux vous dire que quand ça crie dans les campagnes, parce que cette identité, elle est perdue, parce qu'il y a un truc de fou quand même dans cette histoire. C'est un système de royauté, de seigneurie qui nous accorde des biens de section, et c'est la République qui nous les prend. Elle va nous les rendre. Alors, on a intitulé cette charte « Charte d'engagement de respect réciproque ». Il y a un préambule. Les signataires de cette charte s'engagent, sous le regard des citoyens de Retournac, dans une démarche partenariale visant à mieux reconnaître l'importance patrimoniale, matérielle et immatérielle des biens de section de la commune de Retournac, à prendre en considération leurs caractéristiques propres et enfin d'engager avec sincérité un dialogue respectueux avec les ayants droit des biens de section. Pour l'avenir, les règles de partenariat inscrites dans cette charte constitueront des principes qui permettront de concourir à la revitalisation en milieu rural des liens sociaux, de la solidarité, de la préservation des paysages et, plus généralement, de la valorisation des biens de section. Deuxième titre, principe partagé. La municipalité de Retournac, représentée par son ou sa maire et sa liste majoritaire, est garante de l'intérêt général, responsable de la conduite de sa politique municipale devant les citoyens retournacois. L'association culturelle des villages de Retournac apporte en toute indépendance sa contribution à l'intérêt général. Elle fonde sa légitimité sur la participation libre, active et bénévole de citoyens à un projet commun, à sa capacité à défendre des droits, à révéler les aspirations et les besoins de ceux et celles qui sont partie prenante de biens de section de la commune de Retournac. Contribution de l'Association culturelle des villages de Retournac. L'Association culturelle des villages de Retournac entretiendra avec la municipalité des échanges d'informations, des propositions dans le respect du préambule. De même, elle se rendra disponible auprès des femmes et des hommes ayant droit de biens de section de la commune, notamment dans le processus de réappropriation de la gestion des biens de section. L'Association culturelle des villages de Retournac contribuera à sa mesure à la recherche dans le cadre participatif de la chaire Valcom, de l'Université Savoie-Mont-Blanc, d'un flux d'échange d'informations contribuant à la connaissance de la vie des biens de section de Retournac. Engagement des signataires. La municipalité de Retournac, représentée par son ou sa maire, et la liste majoritaire s'engagent à reconnaître le caractère inaliénable des biens de section en ce qu'ils sont des valeurs patrimoniales, matérielles et immatérielles, engageant des usages communs aux ayants droit dans une forme de vivre ensemble. L'Association culturelle des villages de Retournac s'engage à informer, former tous les ayants droit de biens de section de Retournac, notamment de leurs droits, de leurs devoirs, afin d'organiser leur propre gouvernance
afin de préserver, valoriser, transmettre leurs biens de section et de développer la solidarité des biens et les liens sociaux. Dans l'hypothèse où la municipalité envisagerait une ou des modifications concernant une partie ou la totalité d'un bien de section, elle s'engage avec sincérité à examiner avec l'association et les ayants droit concernés les actions les plus appropriées pour satisfaire le bien commun de la commune, de ses habitants, des ayants droit de la section concernée. Voilà ce que l'on va proposer aux candidats aux prochaines municipales. C'est une voie qui est beaucoup plus aisée à prendre que les voies traditionnelles devant les tribunaux. La question des tribunaux, vous le direz, mais les ayants droit, ils n'y connaissent rien, ils sont dans l'incapacité de... Et puis il y a un problème tout simple, il y a un problème d'argent, très clair. Donc, on va aller chercher ce lien avec... Parce que les maires, ils ont de sérieux problèmes aussi. Nous, à Ortonac, on a une piscine qui est construite sur un bien de section. Et comment elle fait, Madame le maire, pour sortir de ce truc? Ben, il faut échanger, il faut discuter, il faut s'asseoir autour d'une table, examiner les solutions, mais pas renvoyer les gens, les ayants droit, en leur disant « vous êtes des moins que rien, nous on sait, vous savez rien, et dégagez, vous êtes expropriés ». Ça, c'est intolérable. Voilà. Merci. Merci pour ce beau témoignage. Alors, nous avions prévu de laisser intervenir immédiatement après maître Alexandre Riquier, mais comme notre hôte ici, Pierre Azoulay, doit, parce qu'il y a, j'ai bien compris, mon cher Pierre, d'autres échéances qui vous attendent aujourd'hui au Sénat, doit nous quitter. Je vous laisse la parole. J'aurais d'ailleurs dû commencer par vous. Non. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Alors avec un peu de retard parce que je co-organise à côté un colloque sur l'ANR et le nouveau ministre reconduit de l'enseignement supérieur et de la recherche nous a fait l'honneur d'introduire nos débats tout à l'heure. Au sein d'un ministre de plein exercice, ce qui était absolument pas garanti. Donc, bon, il y a de temps en temps quelques petits signes favorables. Je dois aussi remercier vivement Jean-François Joix pour tout le travail qu'il fait. Et je suis le seul sénateur présent ici, mais Jean-François a réussi à constituer au sein du Sénat un petit groupe de défense des communaux et des sectionaux qui est efficace, qui est mobilisé et prêt demain à défendre par des propositions de loi vos intérêts. Et je voudrais citer mes collègues parce qu'ils m'ont demandé de le faire et de vous dire combien ils étaient attentifs à vos problématiques. Donc, mon collègue vice-président du Sénat comme moi, Loïc Hervé, qui représente la Haute-Savoie, Frédéric Espagnac, les Pyrénées-Atlantiques, Bernard Delcros, le Cantal, Guillaume Gontard, l'Isère, et votre serviteur. Alors moi, je suis sénateur des Hauts-de-Seine. La problématique est lointaine, mais je suis un ayant droit des sectionaux de la commune de Pallis en Haute-Corrèze et de son hameau à Reil. Nous avons encore la ferme, la famille a encore la ferme, elle est exploitée par le voisin, et les sectionaux, c'est quelque chose qui nous parle au quotidien parce que on se chauffe avec l'affouage, et une entrecôte, si elle n'est pas chauffée sur du chêne cueilli dans les sectionaux, ça n'a pas de goût. En bonne lune. En bonne lune, ça n'a pas de goût.
je remarque, parce que je connais bien les sectionaux, alors la commune de Pallis, sur le plateau de Millevaches, c'est 5000 hectares, 200 habitants, 15 hameaux, 15 sectionaux. Avec une problématique très particulière, c'est-à-dire que dans le conseil municipal, vous avez la totalité des conseillers qui sont aussi des ayants droit des sectionaux. Donc il y a une forme d'interaction entre le conseil municipal et les sectionaux qui est naturelle et qui fait que le maire, mon grand-père a été maire pendant 5 mandats, ne touche pas aux sectionaux. Il sait qu'il y a un mode d'organisation qui lui échappe. Et il en est bien content d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas trop rentrer dans ce qui se passe au sein des sectionaux. Et donc c'est quelque chose qui est stable depuis longtemps. Et aujourd'hui, dans un territoire qui est boisé à 85%, malheureusement, 1945 à la Libération, Pallis c'est 40% de bois, aujourd'hui c'est 85% de bois. Avec des sectionaux qui étaient répartis en prairies et en bois et qui aujourd'hui sont intégralement en bois. Il n'y a plus de prairies, mais ce sont les plus belles forêts de la commune, parce que il y a une tradition sylviculture qui fait qu'elles sont extrêmement bien entretenues, et c'est celles aussi dans lesquelles, surtout en ce moment, il y a les plus beaux champignons. Les plus beaux cèpes. Et il ne vous a pas échappé que l'un des enjeux du vote d'hier, c'était de me permettre de redescendre le plus rapidement en Corrèze pour participer à la cueillette. Je n'ai pas été entendu, je m'en passerai. Les voisins m'ont dit qu'ils mettraient des bocaux de côté. Bon, on verra la suite. Alors, si dissolution doit avoir, pas trop tard, parce que les premières gelées arrivent et ça va être difficile d'aller aux champignons. Je dis tout ça en plaisantant, mais je pense que c'est essentiel parce que, vous l'avez dit très justement, dans la façon dont les gens entretiennent la forêt, il y a le sentiment très fort qu'ils l'entretiennent pour des générations futures qui ne sont pas déterminées dans le temps. Et qu'il y a un choix qui est fait sur les essences, notamment sur le chêne, une façon de gérer qui fait que aujourd'hui les sectionaux s'inscrivent dans la durée, ce qui n'est pas le cas de la sylviculture privée. Dans cette partie du plateau de Millevaches où, avec le réchauffement climatique, on est face à des enjeux qui sont extrêmement difficiles. Comme partout, les épicéas, en Corrèze, c'est les douglas, on prononce comme ça, sont en grande difficulté. Le hêtre aussi est en train de difficulté. Et on sent que les sectionaux pourraient être le moyen de gestion d'un changement de la forêt pour qu'elle puisse s'adapter au changement climatique qui est devant nous. Et je crois que c'est quelque chose de très fort. La gestion privée est en train d'échouer sur ce thème-là. Donc il y a dans les sectionaux un moyen de gestion dans la continuité de l'évolution de ce qui se passe. Je voudrais citer des cas très particuliers de communes comme celle de Tarnac sur le sommet du plateau de Millevaches, où les sectionaux gèrent l'eau potable. Donc, commune de Tarnac, alors, je crois que c'est 10 ou 12 000 hectares. Là aussi, il y a une vingtaine de sectionaux et les sectionaux ont leur propre régie des eaux. Vous voyez à quel niveau on rentre dans la maîtrise qu'ont les sectionaux du territoire. Ce que je constate aussi, et je trouve ça très intéressant pour montrer la capacité des sectionaux, c'est que, bon, comme d'autres communes de la montagne, il y a l'arrivée de ceux qu'on appelle les urbains, des gens de la ville qui arrivent là pour diverses activités. Chez moi, il y a même 2 couples d'Américains. Alors, ils sont arrivés avant avant Trump. Je pense que c'est pas un exil politique, mais on serait accueillant. On a déjà accueilli par le passé des exilés politiques. Et je suis surpris de voir comment la gestion sectionnelle a été pour eux une forme d'intégration dans la commune. Ça a été facile
simple. Alors, c'est des choses qu'ils ne connaissent absolument pas. C'est des gens qui ont vécu à la ville tout le temps, qui ne savent pas ce que c'est que l'affouage, comment on fait le bois, etc. Mais ils sont rentrés là-dedans en 2 saisons, et aujourd'hui, c'est les plus grands défenseurs de la section de commune. Donc, il y a une forme de capacité d'intégration qui me fait dire, et ça, c'est l'archéologue qui parle, que les territoires ont comme de la mémoire. Et que quand la population change, la valeur de la section arrive, au-delà des changements de population, à continuer à imposer ses rythmes, ses façons de faire. Je trouve ça extrêmement intéressant et extrêmement fort. Bon, je rajouterai une petite parenthèse politique, c'est qu'ils votent aussi comme le territoire. Ce qui est très surprenant. Alors, mairie de Palais, mairie communiste depuis toujours. Et là, il y a des Américains qui arrivent et qui votent communiste. On dit, bon, si la section de commune réussit à faire ça, peut-être qu'on pourrait développer le modèle à une échelle un peu plus grande. Je dis ça pour mon voisin de gauche parce que mon grand-père, Albert Ouzoulia, a été le fondateur de la jeunesse agricole française en 1936. Le Parti communiste, dans les années 20, essaye de développer une politique agricole sur la base de ce qui se fait en Union soviétique, les soviets. Alors, quand vous arrivez en Haute-Corrèze et que vous proposez le modèle des soviets, le résultat n'est pas très bon. Et donc, le comité central vient voir les quelques élus communistes d'origine paysanne, dont mon grand-père, en disant, écoutez, on ne comprend plus rien à la campagne, on vous laisse carte blanche, vous vous débrouillez. Et la jeunesse agricole française, c'est l'origine du MODEF, donc du syndicat des petits propriétaires. Parce qu'il y a une interaction très forte entre la petite propriété paysanne, arrachée avec des années et des générations de lutte. Ma famille avait 1 hectare d'Amblavure, 4 vaches, mais il n'aurait jamais cédé cette propriété parce que c'était la famille. Et à côté, il y a les sectionaux. Et cette interaction entre petites propriétés familiales et sectionaux fait toute la valeur du communisme rural en Corrèze, en l'Allier, dans le Puy-de-Dôme, etc. Mais au-delà aussi de la forme des exploitations familiales dans les terroirs de montagne, où on sent bien qu'il y a une interaction qui est très forte et qui est très intéressante. Et je pense qu'aujourd'hui, elle doit être défendue, valorisée, avec là aussi une forme d'innovation qui est constante. Alors vous avez cité l'article qui parle d'habitation réelle et fixe. Réelle et fixe, ça c'est la négociation dans la section. Chez moi, fixe, tout le monde a dit, c'est quand la cheminée fume au moins 3 mois par an. Voilà. Ce qui fait que des gens qui ne sont pas tout le temps dans le village, mais qui sont dans le village l'hiver et se chauffent avec la fouage, ont le droit d'exploiter les sectionaux. Je sais qu'ailleurs c'est un peu différent, mais il y a une forme d'interprétation du texte qui est très libre, sur lequel le maire n'intervient absolument pas. Chacun fait ses affaires et qui donne beaucoup de vivacité à ces institutions. Le Sénat, comme on dit de façon un peu moqueur, c'est la chambre du seigle et de la châtaigne, de moins en moins. De moins en moins. La réalité, c'est que beaucoup de sénateurs sont très éloignés de ces réalités, de ces problématiques, parce qu'ils ne les vivent plus. Et on a un énorme travail de pédagogie à faire auprès de nos collègues pour leur expliquer ce que c'est réellement la section de commune. Et c'est pas facile. Et on a de grosses difficultés. C'est pour ça que ce que vous faites est fondamental. Je pense que c'est important. Pour beaucoup de mes collègues, c'est une forme d'incongruité, un vestige de temps passé qu'on laisse subsister jusqu'à leur épuisement.
parce que la perspective qu'on leur donne, c'est quand même celle-là. C'est-à-dire que là, c'est défendu. On va attendre, les familles qui défendent ça disparaîtront et un jour ou l'autre, ça tombera en totale décadence, plus personne ne saura ce que c'est. Donc il y a une forme d'acceptation temporaire, ce qui est bien évidemment pas la bonne solution politique. Et je suis intimement persuadé que le travail qu'on a à faire avec vous ici, au Sénat, c'est de montrer que c'est au contraire une forme dynamique qui permettrait pour le futur de pouvoir gérer des difficultés qui sont celles du milieu rural demain, et notamment de tout ce que va nous imposer le réchauffement climatique. Et on voit bien que par rapport au climat, il n'y a pas d'autre solution que de solution collective. On voit très bien que c'est une obligation. Et les sectionaux peuvent se révéler, dans ce cadre, des outils extrêmement forts, extrêmement puissants, pour modifier des rapports à la forêt, changer la sylviculture. Donc je voudrais en finir là-dessus. Vraiment, si on a un travail à faire, c'est celui-là, montrer que les temps, nos aïeux, en Haute-Corrèze, les premiers sectionaux, on les voit s'organiser dans les années 1750, à peu près. Ils sont liés au fait que la noblesse de la Haute-Corrèze est face à des problèmes de dépopulation des campagnes, auxquels elle essaye de trouver des solutions, et notamment les sectionaux, c'est ce qui permet quand même aux paysans de vivre à un moment donné, parce que sans l'affouage, sans la récolte des différents produits, ils seraient tous partis. Donc il faut expliquer ça aux élus. Il faut revenir devant cette Chambre avec un projet qui mette en évidence le caractère novateur de la section commune par rapport aux problèmes que nous avons identifiés. Il y a en ce moment une fenêtre de tir intéressante, c'est que le gouvernement aura du mal à nourrir le calendrier parlementaire avec des projets. On l'a déjà vécu. Donc l'initiative parlementaire peut permettre en ce moment de pouvoir déposer des propositions. Donc moi, je pense qu'à la suite de vos travaux, il faudrait que vous nous proposiez, il faut qu'on rédige ça ensemble, une proposition de loi qui permettrait peut-être pas de renverser la dynamique malheureuse que vous avez évoquée, mais au moins que le problème politique des sectionaux soit traité dans cette Chambre et dans l'hémicycle. On n'y arrivera peut-être pas du premier coup, mais on pourra peut-être le faire. Et il faut initier ce débat. Avec mes collègues, nous sommes disposés et totalement à votre disposition. Je vous remercie. Merci, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le sénateur. Une petite remarque sémantique pour que nous posions, donc, dans le cadre de ce projet, donc, une réflexion transpartisane. Dans ma Savoie natale, quand on regarde aux archives les textes du XVIe, XVIIe siècle, on parle non pas de sectionnaires, mais on parle de communistes. Donc, vous voyez, alors à l'époque, la référence n'est pas marxiste, évidemment, mais, c'est un terme qu'on peut réutiliser. Mais moi dans non sa plus, dimension alors ça tombe historique. bien. Monsieur Chavanon, est-ce que vous allez nous quitter, monsieur le sénateur, tout de suite, ou bien? Non, je vais rester un petit peu, mais ouais, il va falloir que je vous quitte. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Après, on voudrait avoir juste son conseil sur quelque chose. Oui. Alors, pourquoi mes collègues ne sont pas là? C'est parce qu'il y a le renouvellement du Sénat l'année prochaine, et qu'en ce moment, il y a beaucoup de congrès des maires. Donc, si vous voulez pouvoir compter encore sur eux, il faut qu'ils soient réélus. Et pour ça, il faut qu'ils soient au congrès des maires. Voilà. Je dis C'est les le cas de choses. monsieur Hervé. Voilà. Donc, cher Alexandre, puisque nous avons évoqué ces contentieux, ces conflits, et Dieu sait si les sections, parce que voilà, même l'histoire nous montre que la vie de la section n'a jamais été un fleuve tranquille, même à l'époque de la monarchie et des seigneurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire partager votre expérience justement du contentieux, puisque vous êtes l'un des
actifs défenseurs au contentieux de beaucoup de sections. Avec plaisir, merci, merci Bruno. Avant, vous avez rappelé mon attachement aux sectionnaux. C'est vrai que cet attachement, il est profond chez moi, pas simplement en raison de mes origines auvergnates, d'ailleurs dans un secteur que vous connaissez bien, Madame Bournier, puisque mes attaches, elles sont à Courpierre, à Puy-Guillaume, elles sont à Saint-Rémy-sur-Durolle, des endroits que vous connaissez bien, même si c'est le hasard que nous trouvions là tous les deux. Elles viennent aussi des rencontres multiples que j'ai faites à travers des déplacements que j'ai pu faire dans énormément de régions de France, puisque des sections, vous en avez presque partout. Vous en avez évidemment en Auvergne, vous en avez en Savoie, vous en avez dans le sud de la France, en particulier dans le Pays Basque, en Centre-Val de Loire. Ces gens, je suis allé beaucoup à leur rencontre pour essayer de les former sur leurs droits, pour essayer d'aider les maires à mieux organiser les liens avec la section de communes. Et puis, j'ai aussi, effectivement, vous le rappelez, une vision contentieuse de la matière, puisqu'en ma qualité d'avocat, je suis amené à engager des procès, à défendre des gens, à défendre des personnes publiques sur tous ces sujets-là. D'ailleurs, il n'y a pas de vision politique dans mon activité, ça je tiens à le dire. C'est-à-dire que je défends aussi bien des communes rurales que des ayants droit, que des commissions syndicales, et j'ai jamais cherché autre chose qu'à représenter et à défendre ce qu'était la section de communes sans autre considération. Donc il n'y aura pas dans mon discours de considération politique quelconque, en tout cas n'en tirez pas de conclusion, puisque ce serait nécessairement une voie erronée. Une fois qu'on a dit ça, je vais d'abord rebondir sur une chose que vous avez dite, Bruno, qui est en rapport avec le statut de la section de commune. Effectivement, dans l'article L2411-1 du Code général des collectivités territoriales, on vous dit que la section de commune est une personne morale de droit public. Moi, je suis plutôt attaché à ce régime-là, parce qu'une personne morale de droit public, c'est pas rien du tout. Et il ne faut pas privatiser la section de commune, parce que lui sucrer ce statut-là, ce serait la remettre entre les mains d'associations, de sociétés commerciales, enfin tout ce qui peut exister et qui n'est pas une personne morale de droit public. Moi, j'ai évidemment rien contre toutes les initiatives locales, qu'elles soient commerciales ou associatives, mais le statut de personne morale de droit public, et je suis publiciste, je peux en témoigner en tant qu'expert du sujet, ça vous permet de ne pas pouvoir faire faillite. Ça vous permet d'avoir des biens, pas tous, mais qui appartiennent au domaine public. Donc des biens qui sont protégés par un régime d'imprescriptibilité, qui vous permettent aussi l'inaliénabilité, je vais réussir à le dire, des biens, c'est-à-dire l'impossibilité de les saisir, l'impossibilité de les vendre. Et ça, c'est une véritable protection. Et je pense qu'il faut garder, au contraire, ce statut-là, quitte à ensuite favoriser les initiatives locales à travers d'autres formes privées. Quand je dis privé, ça inclut le non lucratif, pour développer des initiatives locales. Mais surtout, ne touchons pas au statut de personne morale de droit public des sections de communes, comme on ne touchera pas non plus pour toutes les autres collectivités qui sont les communes, les départements, les régions, les EPCI, tout ce que vous pouvez rencontrer et qui appartient au monde du droit public. Deuxièmement, avant de parler peut-être de contentieux, souvent quand je vais à la rencontre des gens, je me vois plutôt comme un témoin dans cette histoire, plutôt comme avocat. Mais ce que j'entends de la part d'un certain nombre de personnes, ce sont les « Ah, mais c'est compliqué le droit des sections. Ah, mais c'est dur à appliquer. Mais on a déjà tellement de choses à faire, nous, en tant que maires. Nous, on a tellement de choses à faire. » C'est vrai que les maires ont énormément de choses à faire et qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de maires ruraux. Pour autant, il y a en tout et pour tout 22 articles législatifs qui concernent la section de communes. Sur ces 22 articles, il y en a plus d'un tiers qui concernent les transferts, surtout à ne pas utiliser. Il y en a un tiers qui ne servent pas vraiment, à part pour donner des définitions, des petites choses. En fait, il y a très peu de choses à savoir en droit sur la section de commune et son organisation. Et bien au contraire, il y a une organisation très libre. Et je crois, monsieur le sénateur, que vous en êtes le témoin avec ce que vous avez dit ici. Et le risque, ce serait pour la commune, peut-être d'essayer de trop s'en mêler. Et je pense que c'est important de rappeler ça. Finalement, ce n'est pas si difficile que ça d'appliquer le droit des sections de communes. Alors vous pouvez dire que je dis ça du haut de ma carrière d'avocat, de mes 7 ans de droit pour en arriver là, mais pour autant, c'est pas si compliqué. Et moi, je pense que l'action de l'État, c'est pas nécessairement l'action que vous pourriez retrouver à travers des projets de loi, des propositions de loi, même si on y reviendra bien sûr. Mais c'est aussi apporter de l'information, de la formation aux élus,
et aux membres, ce que vous disiez exactement, vous disiez que c'était difficile pour eux. Je vous assure, quand c'est intéressant, les choses deviennent assez simples finalement. Et si vous faisiez, si l'État organisait un peu plus de formation et d'information, et c'est facile de le faire, regardez dans plein de matières, moi je suis publiciste, je fais par exemple de la commande publique, je fais de la fonction publique, vous avez plein de services tels que la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, vous avez la direction de la fonction publique, qui toutes publient des guides hyper accessibles, hyper faciles, qu'on trouve sur Internet et qui arrivent à vulgariser des thèmes qui sont extrêmement plus compliqué par rapport au droit d'exception de commune. Je prends l'exemple de la commande publique. C'est un code qui fait plusieurs milliers de pages et on arrive à le résumer en quelques guides aujourd'hui. Et tout le monde arrive à s'en sortir. Pourquoi les 22 articles, on n'arriverait pas à les comprendre facilement, même dans les régions rurales? Moi, je crois qu'il n'y a pas de difficulté. En revanche, que c'est un manque d'information. L'État est peut-être un peu coupable de ça, puisqu'effectivement, il impulse une idée, à travers notamment la loi de 2013 qui a été votée, mais de disparition, d'effacement de la section de commune, et ce manque d'information, ce manque d'outils disponibles, à mon avis, y participe beaucoup. Donc je pense que la première action, avant même de réfléchir à comment changer la loi, etc., informons les gens de comment ça se passe en réalité, informons les maires de la difficulté finalement assez faible que représente la section de commune. Alors ça ne retirera pas parfois les litiges de clocher qui peuvent exister, mais ce n'est pas relatif à l'application du droit, ça. C'est des litiges, comme vous pouvez trouver partout, sur des territoires. Et plus l'échelle est faible, plus effectivement les litiges peuvent être nombreux. Mais pour autant, ils ne sont pas nécessairement difficiles sur le plan juridique à régler. S'agissant de la loi, peut-être une parenthèse avant de venir au contentieux, parce que finalement, sur le contentieux, vous verrez qu'il n'y a pas tant de choses à dire. Il n'y en a pas tant que ça, en réalité, des contentieux. Sur la loi, moi, je pense qu'évidemment, il y a plein de choses à modifier dans cette loi, mais c'est plutôt, je parle de la loi de 2013, ce qu'elle a impulsé. Vous l'avez rappelé, Bruno, le fait de ne plus pouvoir créer de section de commune. Le fait de ne plus pouvoir créer de section de commune. Mais pourquoi ne pouvons-nous plus créer de section de commune? Ça m'échappe. Vous pouvez aller voir les débats parlementaires sur le sujet. Moi, j'ai participé, j'ai été interrogé au moment du vote de la loi de 2013. Je ne comprends toujours pas pourquoi aujourd'hui on ne peut plus créer cette personne morale de droit public. Ça m'échappe, mais c'est écrit dans la loi. Alors évidemment, quand vous écrivez ça, on a moins envie de s'y intéresser. Évidemment, quand vous écrivez ça, en revanche, le préfet, lui, il s'y intéresse, par exemple. Les représentants de l'État dans le département, eux, ils s'y intéressent. Ils se disent, tiens, est-ce que je ne vais pas aller profiter de tout ça pour utiliser justement tous les articles du Code général des collectivités territoriales pour aller supprimer les sections de communes tant que c'est possible, puisque c'est l'ère du temps aujourd'hui. C'est l'ère du temps. Donc ça, je le regrette pour ma part beaucoup, qu'on ait mis ce coup d'arrêt à cette collectivité, pas territoriale, mais cette collectivité locale, alors que, vous l'avez rappelé aussi, c'est une collectivité qui existe depuis des temps immémoriaux, dans certains cas qui datent du Moyen-Âge. C'est une collectivité qui a traversé toutes les crises depuis presque 1000 ans, sous toutes ses formes, et aujourd'hui, la République voudrait y mettre fin, d'ailleurs, sans que, pour ma part, je n'y comprenne vraiment la raison. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut parler de contentieux. Le contentieux, il représente en fait... Alors le contentieux, c'est les procès devant les tribunaux administratifs dont relèvent les sectionnaux. Ces contentieux, ils sont, à ma connaissance, ils sont plutôt en recul. Et ils ne sont pas si nombreux que ça devant les tribunaux administratifs, devant les cours administratives d'appel et devant le Conseil d'État. Bien sûr qu'il y a des procès, mais ils se comptent quoi à l'échelle de la France? Une centaine? Quelques centaines peut-être? Rapporté à toutes les autres matières du droit public, qui est elle-même une matière mineure du droit, ça ne représente rien. Et croyez bien que les magistrats administratifs ne sont pas submergés par les questions de sectionnaux. Et vous avez, par exemple, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui est sans doute le tribunal le plus saisi de ces questions-là. Je vous assure que ça ne vient pas encombrer les tribunaux. Je peux en témoigner pour défendre quand même un nombre, je pense, représentatif des litiges qui peuvent être présents sur le territoire français. Et alors ces litiges, ils concernent quoi? Ils concernent pour la plupart des transferts. Donc ils sont à l'initiative de l'État, ces litiges. Donc ça a bon dos de venir dire ensuite « Ah, mais il y a beaucoup trop de litiges, ça vient finalement perturber le fonctionnement local ».
Mais en fait, c'est que c'est à l'initiative de l'État qui vient transférer. Il n'y a pas que ça comme litige, hein, mais ça représente, à mon avis, la plupart des litiges à l'heure actuelle en France, parce que vous avez des décisions, alors parfois à l'initiative de communes, mais toujours sur décision du représentant de l'État dans le département, qui viennent transférer les droits et obligations des sections de communes. Alors qu'est-ce que c'est que ce mécanisme qui représente donc un tiers du droit applicable? C'est comment on fait pour transférer la section de commune, ses territoires, ses biens, ses droits, tout ce que ça représente à la commune. J'ai oublié de préciser, et son budget. Voilà, à la commune. Et ça, vous avez plein de méthodes pour le faire quand vous êtes un préfet. Et je pense que sur le plan législatif, il y a sans doute, pour le coup, des choses à faire. Par exemple, vous avez un motif de transfert qui est une demande commune du conseil municipal et de la moitié des membres de la section. Alors comment ça se passe en pratique? Vous avez le préfet, vous avez le maire qui se mettent d'accord pour transférer les biens, et ensuite le maire, il fait sa popote auprès de tous les membres de la section, qui sont plus ou moins nombreux, pour recueillir la moitié des votes pour que le transfert soit voté. Et alors ce qui est terrible, soit validé, ce qui est terrible dans tout ça, c'est que toute l'information est maîtrisée par la personne qui a intérêt au transfert. C'est-à-dire ici, le maire. C'est quand même terrible. La loi ne prévoit jamais une information obligatoire aux membres des sections sur les conséquences du transfert. On ne leur dit pas toujours la vérité. Et nous, en tant qu'avocats, on a beaucoup de mal à faire valoir un droit à l'information puisqu'il n'est pas prévu par la loi. Donc les juges nous disent on est bien embêtés pour vous, mais voilà, ce n'est pas une obligation légale. Donc première chose à faire, à mon avis, prévoir un droit à l'information des membres des sections pour leur dire vous avez le droit de voter, bien sûr, pour le transfert. Mais voilà ce que ça va impliquer, qu'on n'ait pas simplement le son de cloche de la commune qui vient dire ça permettra de faire des projets sur le territoire sur lesquels on aura plus la main, de rapporter plus de revenus à la commune puisqu'on va transférer le budget de la section au profit de la commune, on pourra faire un projet éolien mené par la commune. Tout ça, moi, ça me dérange énormément. Pas sur le principe, mais sur la méthode. Et en tout cas, nous, ça nous nuit beaucoup en tant qu'avocats ensuite pour aller représenter les personnes qui veulent contester ce transfert. Autre exemple, aujourd'hui, il est possible de transférer une section de commune parce que la commune veut mener un projet d'intérêt général. Mais pourquoi la section ne le mènerait pas, ce projet d'intérêt général? Pourquoi ne mettons pas un garde-fou pour dire, si la section n'est pas en mesure de le mener, pourquoi, dans ce cas-là, ce serait la commune de le mener? Mais qu'on fasse d'abord faire les choses localement par les représentants de la section, ce qui me paraît parfaitement évident. Autre exemple, et je pourrais en citer plein, mais je crois que nous sommes limités par le temps, vous pouvez transférer une section de commune quand depuis plus de 3 années, les impôts de la section ont été payés sur le budget de la commune. Mais ça, on peut le faire quand il n'y a plus de sous dans les caisses de la section, mais qui c'est qui est en mesure de rapporter de l'argent, d'aller chercher des fonds pour payer les impôts? C'est le maire. Donc le maire, au lieu de valoriser le territoire de la section en allant, par exemple, louer des biens agricoles, en allant vendre de la fouage, il ne va pas le faire pendant 3 ans. Et puis après, ce qui va se passer, c'est qu'il va dire il n'y a plus de sous dans les caisses, je suis obligé de payer pour la section, rendez-vous compte, et c'est un motif de transfert. Heureusement, là, on a réussi à faire des choses très bien grâce au juge administratif qui est venu dire il ne faut quand même pas complètement déconner. Si la section a des biens et qu'il n'y a pas de véritable dysfonctionnement de la section, on ne peut pas transférer, mais il a fallu que le juge intervienne pour le dire. Ce qui est dommage et ce qui devrait, à mon sens, être inscrit dans la loi. Les autres contentieux, c'est principalement des contentieux sur l'attribution des biens agricoles. Peut-être que ça mériterait effectivement d'avoir une... Vous savez que dans le Code général des collectivités territoriales, c'est le 2411-10 pour le coup, il vient vous dire qu'il y a un droit de priorité pour les membres de la section qui sont agriculteurs et qui répondent à un certain nombre de conditions pour bénéficier de parcelles sectionnales. Je trouve à titre personnel ce mécanisme très bien parce qu'il permet aux personnes qui veulent s'installer sur le territoire d'une section de commune et qui ne seraient pas forcément du coin de pouvoir s'assurer d'avoir des terres pour les exploiter, ce qui est quand même l'activité principale dans le monde rural, sans
sans subir des attributions peut-être un peu plus opaques sur les biens de section. Ça représente une autre partie du contentieux, mais qui reste extrêmement faible. Et puis, à moins que vous vouliez m'entendre sur d'autres sujets, pour terminer, j'aimerais quand même, et ça je le ressens beaucoup, rappeler que, je l'ai dit, la section de commune, c'est une collectivité qui existe depuis très longtemps. Et je crois qu'on a une période où les gens, et en particulier dans le monde rural, ont envie et ont besoin de s'exprimer beaucoup plus. Et c'est normal. Ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile de constituer, vous le disiez, ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile de constituer, non pas une section de commune, mais une commission syndicale. D'ailleurs, je vous rappelle que constituer une commission syndicale, pour réussir à le faire, il faut le demander au préfet dans les 6 mois qui suivent l'élection municipale. Donc, le 22 mars, si je ne me trompe pas, prochain, vous aurez 6 mois pour demander la création de votre commission syndicale. Et faites-le, si vous pouvez le faire dans vos territoires. Et je trouve absolument regrettable de supprimer cet échelon qui permet justement de s'organiser à l'échelle locale sur des sujets qui intéressent les gens localement, et que depuis Paris, on vienne décider que non, on va remonter d'un cran le pouvoir décisionnel. Et ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, qu'à titre personnel, je partage, et je pense qu'il faut se dire qu'il est absolument nécessaire de lutter contre ça. C'est vraiment le point important de la démocratie locale qu'il faut préserver. Allez, dernier point, peut-être, parce que j'y pense. Je n'ai pas préparé de notes pour intervenir. C'est quelque chose vraiment qu'on vit, nous, tous les jours, justement au contact des membres des communes rurales. Mais une chose me vient à l'esprit. On parlait des néo-usages qu'on pouvait avoir sur les territoires. Mais ces néo-usages, il ne faut évidemment pas s'y opposer, mais il faut laisser la possibilité, ça rejoint ce que je disais, aux personnes qui vivent sur ces territoires-là, la possibilité de décider des néo-usages qu'ils veulent faire à travers justement cette démocratie locale. Et je pense que ça doit passer non pas par une suppression des usages traditionnels de la section de commune, qui, à mon avis, ne doivent pas disparaître. Et encore une fois, monsieur le sénateur et monsieur le vice-président, vous l'avez rappelé, que ce soit la cueillette ou la fouage, déjà, ça participe, à mon avis, au verdissement qu'on recherche. Et ce n'est pas incompatible avec les autres modes écologiques que l'on pourrait éventuellement développer. Mais surtout, ne le faisons pas à des échelles qui ne sont pas topiques pour réfléchir. Faisons-le et laissons la main aux gens qui, localement, veulent faire quelque chose, des droits qui leur appartiennent, puisque je rappelle que la loi, et vous l'avez rappelé, leur donne des droits exclusifs et permanents, et la jouissance de ces droits. Il faut absolument garder ça, à mon avis. Voilà mon expérience sur le sujet. Merci. Merci, maître. Les transitions sont toutes trouvées, puisque, Madame le maire, je pense que vous avez des velléités de création de sections. Donc, vous avez retenu les délais. Hein, c'est ça, j'ai noté. J'ai noté la date, merci, maître. Moi, je suis Rachel Bournier, je suis maire de la commune de Sauviat, dans le Puy-de-Dôme, depuis 2020. Donc, c'est mon premier mandat en tant que maire. Donc, une commune de 590 habitants, dans le parc naturel régional Livradois-Forez. 15 km², pas d'école, pas de commerce, pas d'entreprise véritablement hormis de TPE, mais je dirais que ce qui fait la singularité de notre commune, c'est d'abord son paysage, son cadre de vie. Et moi, je suis pas originaire de la commune, je suis originaire de la commune d'à côté. Enfin, on est frontalier. Le pire étranger, celui qui vient du village d'en face. C'est ça, c'est celui du village d'en face. Mais en fait, ma commune touche Courpierre, donc en effet... L'occasion fait que nous pourrons peut-être discuter de nos attaches communes.
Alors moi, quand je suis arrivée en mandat, bien évidemment, j'ai découvert le mode de fonctionnement d'une commune et j'ai aussi découvert que sur cette commune-là, dans la commune de Sauvia, eh bien, nous avions des biens de section. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces biens de section? Ça se complique. Et j'ai fait une petite formation. Donc, en effet, les élus ont besoin d'être formés sur tout un tas de sujets, mais celui-ci me paraissait important parce que je n'avais pas forcément bien compris la différence entre un communal, un sectional, propriété privée de la commune. Enfin, c'était pas simple. Et donc, j'ai suivi une formation qui était assurée par une avocate, donc sur un domaine qui est, on le voit bien, un domaine de niche. Hein. Et finalement, en effet, elle a parlé de tous ces articles que vous évoquiez, c'est comment transférer. On a passé la journée à nous expliquer comment on pouvait transférer. Et je me suis dit, waouh, ouais, c'est finalement c'est simple. Je vais le faire. Eh bien, sur le moment, je me suis dit, je vais commencer déjà à faire une forme de diagnostic sur ma commune, parce que qu'est-ce que c'est qu'un intérêt général, qu'est-ce que c'est qu'un intérêt environnemental. Et puis, j'ai fait ce diagnostic-là. Et je me suis rendu compte que, donc, sur les 15 km², donc nous avions... ah oui, je ne l'ai pas dit quand même. Ma commune, c'est 32 hameaux sur 15 km². 32 hameaux, 32 sections. Facile. Chacune des sections... c'est 2, voire 3 espaces et 3 parcelles. OK. Entre 50 et 5000 m² chacune. Je sais, ça se complique quand même. Donc, dans cette cartographie-là, je me suis rendu compte qu'il y avait toutes ces petites pastilles réparties sur l'ensemble de la commune. Et pour faire simple, les parcelles en question n'étaient pas forcément conjointes. C'est-à-dire qu'on avait vraiment, quand je dis 50 m² pour la plus petite et 5000 m² pour la plus grande sur la commune, c'est vraiment ça. Je dis, voilà, ça se complique. Pas de comité syndical. Bref. Et puis, je me suis dit, mais laissons passer, j'ai d'autres choses à faire. L'arrivée d'un mandat, c'est en effet très prenant. Et finalement, c'était plutôt une bonne chose que je laisse passer le temps sur ce sujet-là, parce que je me suis rendu compte que personne ne savait ce que c'était, en tout cas dans mon entourage immédiat. Mes adjoints ne connaissaient pas non plus ce que c'était qu'un bien de section, les droits et devoirs des ayants droit, qu'on avait un peu été amnésique pendant quelques années, une perte de mémoire sur les usages qui étaient ceux des biens de section. Et là, j'ai rencontré, par l'intermédiaire des ateliers aussi, des maires ruraux, Jean-François et Olivier. Et ça commençait à faire sens. Tout ça commençait à me faire dire que c'était... c'est bien de section une opportunité. Ah oui, je ne l'ai pas dit non plus parce que c'est une histoire. Nous, on n'a pas de forêt. C'est-à-dire que ce ne sont pas des sectionaux qui sont des sectionaux avec un profit, quel qu'il soit, ni pour la commune d'ailleurs, ni pour les membres, puisque c'est 100% de pâture. Donc finalement, c'est bien, ils sont gérés par la commune en intégralité. Ils sont même associés à des communaux. Donc, l'agent communal, le seul que nous ayons, fait de l'entretien de ces espaces-là. Alors forcément, sur 50 m², ça passe inaperçu. Sur 5000 m², c'est un petit peu plus prégnant. Et j'ai dit, mais pourquoi finalement réactiver ces sectionaux? Ce ne serait pas une opportunité du faire ensemble? Alors, toutes les politiques que je mène dans ma commune aujourd'hui sur les différents sujets, je souhaite qu'elles soient partagées et faire participer nos habitants à la co-construction de politiques publiques. Mais là, finalement, ces sectionaux, c'est leur donner l'opportunité, de manière très opérationnelle, de faire pour eux, de faire de manière à les accompagner, mais de ne pas les brider sur une éventualité qu'ils aient de faire ensemble. On l'a vu que c'est d'abord des usages qui étaient du faire ensemble, du lien. Et je pense qu'il y a beaucoup d'énergie, et on le voit au travers de ce que vous avez évoqué, dans l'envie de faire des habitants, pour à la fois, monsieur le sénateur, vous l'évoquiez, s'intégrer dans un village, s'intégrer à une communauté. Et réactiver les biens de section, ça nous permettrait de faire en sorte que les habitants se remettent en discussion, peut-être questionnent aussi ce qui fait sujet commun, intérêt commun. Et finalement, pourquoi ces communautés ne seraient pas un support à nos politiques publiques,
notamment celle de préserver les espaces, préserver les sols. On parlait tout à l'heure d'aménité et l'intérêt que ces biens de section ont véritablement sur les forêts, c'est évident. Mais même sur des espaces de prairies, aussi petits soient-ils, on est véritablement dans une opportunité de préserver les sols. Et pourquoi pas penser à la revégétalisation, à la préservation de la biodiversité. Donc, un choix qui est le mien, c'est finalement, je ne vais pas aller sur la communalisation. Et j'ai quand même découvert qu'en 2010, il y avait une quinzaine de parcelles qui avaient été communalisées. Alors je dis, bon, c'est dommage. Et puis il y en avait eu beaucoup d'autres avant, dans les années, fin des années 50, suite au remembrement. Donc celles-ci, elles ont complètement disparu du cadre. Je dis, bon, il faut qu'au contraire, si on nous donne la possibilité d'en recréer d'autres, pourquoi certains communaux ne seraient pas des biens que l'on pourrait mettre à disposition des habitants? Alors, l'intérêt que ça a, c'est qu'on va pouvoir aussi reconnaître des sociabilités qui existaient déjà. Donc, l'enjeu, ça va être de les recréer. Comment est-ce qu'une commune peut être facilitatrice? Et là, vous avez évoqué tout à l'heure que ce n'était pas toujours facile de discuter avec les maires dans les communes, parce que ce n'est pas un enjeu qu'on a tous forcément identifié. Moi, j'en fais plutôt un intérêt d'aller faire avec les gens, de faire avec les habitants, parce qu'on n'a pas le monopole de la bonne idée. On est surtout en manque de moyens globalement pour faire aussi, pour préserver nos espaces. Et je crois que dans ma commune en particulier, l'entrée par le paysage, c'est le choix que je fais, l'entrée par le paysage qui est un élément d'entité et un élément sur lequel finalement chaque habitant, soit parce qu'il habite la commune depuis très longtemps, donc on dira les autochtones, soit parce qu'il est venu y habiter pour des raisons diverses et variées, mais qu'il a été séduit par nos paysages, le paysage pourrait être l'entrée pour accompagner les populations à faire du commun sur ces petits espaces et de les aménager. Puis, quand même, dans ma réflexion, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'il y ait un intérêt. Alors, quel est l'intérêt d'un espace boisé? Ben oui, à la fois, donc oui, on va pouvoir se chauffer. Moi, j'ai des petits bouts de petites parcelles, la petite pastille là partout. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt matériel visible? Eh bien, on a fait planter, on n'a rien demandé aux membres, hein, mais en tout cas, c'est la première étape. La commune a pris en charge les plantations d'arbres fruitiers. Donc, l'ensemble des sectionaux sont aujourd'hui plantés. Donc, je me dis, dans 2-3 ans, bon, ça sera peut-être difficile avant le 22 mars de l'année prochaine, maître, qu'on ait des fruits réels d'usage finalement de ces biens de section, mais ça sera un moyen d'échanger avec les habitants sur peut-être qu'ils pourront en tirer un fruit, alors matériel, et avec le plaisir de faire ensemble, de préserver ces petits vergers, ces micro-vergers, et travailler à la création d'espaces aussi de sociabilité. Donc c'est l'aspect immatériel qui s'est un petit peu perdu, c'est de créer du lien, de l'interconnaissance, et de faire avec ses voisins, parce qu'on a toujours l'impression qu'en ville on ne se connaît pas, mais à la campagne c'est pas non plus, en milieu rural c'est pas non plus toujours le cas. Donc moi, ce que je porte, c'est l'envie de faciliter l'émergence de ces petites communautés. Oui, parce que c'est pas un gros mot, une communauté, hein. Au contraire, elles sont dynamiques, elles peuvent être nombreuses. Alors, si j'arrive à faciliter la création alors, je dirais pas 32, parce que là, ça serait presque trop beau, mais bon, soyons ambitieux, parce qu'on se rend compte que des petites communautés sont aussi des solutions pour les crises qui sont les crises à venir, que ce soit des crises environnementales, des crises systémiques. Et beaucoup d'études ont montré que dans des périodes de crise forte, c'était des communautés déjà existantes qui étaient en capacité à agir, interagir, parce que justement les gens se connaissent, il y a une forme de solidarité qui peut se créer, et puis des compétences complémentaires des individus qui peuvent être au cœur des projets qu'ils mènent, même sur une toute petite parcelle. Donc moi, c'est ce qui m'anime, de soutenir aussi un récit joyeux, hein, de co-responsabilité, puisque oui, il y a des droits,
il y a des devoirs pour les ayants droit et comment on fait en sorte que avec les habitants, on peut construire, ils peuvent construire des espaces, des paysages qui soient à vocation collective mais aussi durable. Voilà, donc merci pour les échanges et l'organisation. Moi, je pense que je vais pouvoir capitaliser sur tout ce qui s'est fait, toutes les échanges qu'on a aujourd'hui et nourrir ce projet avec mes habitants. Merci. Merci Madame le maire pour ce très très beau témoignage. Alors si j'ai un conseil de montagnard à vous donner, puisque vous avez fait la moitié du travail en plantant des arbres fruitiers, c'est d'investir maintenant dans un alambic. Et vous allez voir à quel point, la mayonnaise, si vous me permettez l'expression, va prendre. Les gens vont s'en occuper vraiment de vos fruits. Qu'est-ce que le philosophe pense de tout ce qui est, et l'essayiste, de tout ce et la, comment pourrait-on dire, l'analyste du monde rural qu'il a traversé pense de tout ceci? Merci. Moi, j'ai rencontré la chère Valcom à l'occasion de la préparation de mon prochain roman qui s'appelle Aqua, qui est sur l'eau et qui met en scène exactement ce scénario, c'est-à-dire un village normand moderne. Un village moderne, c'est-à-dire personne ne se connaît, les gens viennent de cultures différentes, ont des sociologies différentes, des métiers différents, et parfois on connaît aussi peu son voisin à la campagne qu'en ville, et qui se repose sur la puissance publique pour lui amener de l'électricité, de l'eau, des routes propres, et qui ne sait pas trop comment tout ça marche. Et puis, justement, suite au dérèglement climatique et dans des anticipations qui sont en fait très crédibles et sur juste quelques années, il suffirait de sécheresse estivale répétée, le village se retrouve sans eau. Et il se trouve que c'est un village qui gère sa propre source, qui n'est pas raccordé au réseau, qui n'a pas transféré sa compétence aux intercos, je ne passe ces détails. Et bref, en fait, pour aller à l'essentiel, ce que met en scène ce roman, c'est que le commun, il ne se constitue pas par idéalisme ou par désir néo-rural un peu bobo de faire société, etc. Il se constitue face à la contrainte, et en l'occurrence à la contrainte vitale de la ressource. C'est-à-dire, on n'a plus d'eau, c'est une question de vie ou de mort pour l'individu et évidemment pour le village. Et donc là, on est obligé de se parler, et on est obligé de commencer aussi à négocier. C'est-à-dire qu'on va se parler sous la halle du village, parce qu'il faut bien un lieu pour se réunir. Il se trouve que c'était la halle qui servait aux communs des anciens régimes. Et puis, on va dire à l'agriculteur, non mais vraiment, là, tes nitrates et tes drains, en fait, ça nous bousille, donc il faut faire quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut échanger cette parcelle-là contre une autre parcelle, parce que moi, je peux y mettre mes moutons, etc. Bon. Et donc, on voit très bien, enfin, j'essaye de mettre en scène comment se constituent des règles qui ne sont pas des normes. C'est-à-dire que ce n'est pas un droit fixe, ce sont des règles mobiles qui créent un cadre institutionnel un peu flou, mais néanmoins extrêmement pérenne parce que chacun se l'approprie. Et pour écrire ce roman, je me suis plongé dans les écrits d'Elinor Ostrom, qui est, alors bizarrement, maintenant que j'en parle autour de moi, peu connue, et qui est quand même la première femme prix Nobel d'économie il n'y a pas si longtemps, en 2013, et qui a fait justement, qui a théorisé les communs, et qui a en fait une influence colossale, parce qu'on parle aujourd'hui constamment de communs dans le débat public, les communs numériques, les communs ceci, enfin ça devient presque une tarte à la crème, mais tout ça vient en fait d'elle, c'est elle qui l'a conceptualisé. Preuve aussi de la puissance des idées et du débat d'idées, même quand leurs créateurs disparaissent un peu injustement. Et juste, comment elle définit les communs, notamment dans son livre phare, Governing the Commons. Elle dit, d'abord, c'est pas n'importe quoi un commun. Les communs numériques, on en parle beaucoup, etc. Mais la définition rigoureuse du commun, c'est des biens rivaux non exclusifs, c'est-à-dire que c'est des biens qui sont absolument vitaux, auxquels chacun doit avoir accès, type l'eau ou la nourriture ou le chauffage, hein, c'est ça d'ailleurs les communs, eau, nourriture, chauffage, mais qui sont exclusifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en quantité illimitée comme l'air, par exemple, où chacun peut respirer, même si l'air est pollué, c'est une autre question. Et donc ça veut dire qu'il faut s'organiser par rapport à des ressources qui sont vitales, mais qui sont finies. Et comment on s'organise ? En fait, il n'y a pas 36 méthodes, il y en a 3. Il y a la gestion par une autorité centralisée, féodale ou administrative. Il y a le marché, ça a été toute la dynamique des enclosures,
en Angleterre, y compris sous la plume de Locke au XVIIe, XVIIIe siècle, puis qui est arrivé en France, tout ça, en disant bon, bah, puisqu'en fait il y a du surpâturage, puisque les gens n'arrivent pas à gérer leur commun, et ben on va le distribuer en parcelles, et puis comme ça il va y avoir un système de prix qui va allouer les parcelles de manière relativement efficace, et ça peut marcher en termes d'efficacité, mais beaucoup moins en termes d'appropriation et de pérennité. Et puis il y a cette troisième voie qui a été très négligée, parce que justement les économistes des années 60 ont théorisé la tragédie des communs en disant bon, bah, il y a deux possibilités, puis c'est tout. Ben non, il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est les communs, c'est-à-dire une espèce de discussion démocratique qui répartit des droits sans passer par un système de prix. Je parlais avec un de vos camarades parlementaires corses qui m'expliquait que pendant 1000 ans, dans les villages corses, il y a les torres d'acqua, c'est les tours d'eau. Et les tours d'eau, c'est réparti en fonction des usages de cette dame-là, elle est un peu âgée, donc elle va avoir un peu plus d'eau parce que ça vient être plus de temps pour aller porter son seau. Donc, c'est des choses qui naissent par un savoir vernaculaire qui n'est pas forcément entièrement formalisé dans des institutions qui existent, qui sont fortes, mais qui sont mouvantes et qui correspondent pas forcément à un droit écrit. Et ce qui est très fort chez Ostrom, c'est qu'elle montre, elle en fait le schéma théorique, mais surtout, elle montre que ça marche et que ça a marché. C'est-à-dire qu'elle a passé sa vie à barouder dans les pêcheries indonésiennes, mais aussi dans les services de police de Los Angeles, pour montrer que cette organisation polycentrique, de gouvernance très locale, fonctionne. Et elle dit d'ailleurs explicitement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Peut-être que le marché est souvent plus efficace, mais en revanche, c'est ce qu'il y a de plus soutenable, parce que c'est des règles qu'on s'approprie, et du coup des règles qui ne demandent aucune police pour les faire respecter. C'est vraiment l'idée du consensus. C'est pas que tout le monde est d'accord, c'est que personne n'est assez en désaccord pour créer un problème. Et elle résout donc le dilemme du prisonnier de manière très élégante. Le dilemme du prisonnier, c'est des gens qui ont des intérêts, qui pourraient avoir un intérêt commun en s'associant, parce qu'ils n'arrivent pas à se parler, à s'écouter les uns les autres, finissent par déclencher des résultats sous-optimaux. C'est un peu ce qui se passe, par exemple, en politique aujourd'hui. Et Ostrom a une réponse géniale. Elle dit, mais la société n'est pas une prison. En fait, les gens ne sont pas séparés par des murs les uns les autres. Ils peuvent se parler. Et c'est en fait en se parlant, tout simplement, qu'on dénoue le dilemme du prisonnier, ce que je recommande aussi à la scène politique. Mais je pense qu'il y a 4 principes que j'aimerais faire émerger des travaux d'Ostrom, qui sont des principes philosophiques très puissants, mais dont il faut comprendre qu'ils contreviennent complètement à notre éducation actuelle et à notre cadre philosophique actuel. Et donc on comprend, je veux dire, après, pourquoi vous avez du mal à défendre les sections de commun vis-à-vis de l'administration et vis-à-vis des préfets qui sans doute veulent bien faire, c'est parce que c'est totalement antagoniste avec notre manière de penser. C'est vraiment, ce sont des différences très profondes. Donc ces 4 principes, c'est d'abord, le premier, c'est le principe de la confiance. Quand elle reçoit le prix Nobel, son discours de remise du prix Nobel d'économie, elle dit « Je veux répéter ce mot encore et encore, trust, trust, trust ». C'est une vidéo incroyable, on dirait, elle est presque habitée, c'est presque un gourou, elle dit « trust ». Et qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est que quand on fait confiance aux gens, on est surpris du résultat. C'est Montaigne qui disait « Comment je répartis mon coffre, mon argent quand je pars en voyage ? Est-ce que je le mets dans des coffres avec des clés, etc. Puis c'est très compliqué, mais ça va peut-être marcher, mais bon, on met tout le monde sous surveillance. Ou est-ce que, et c'est le choix qu'il fait, je donne tout à un de mes serviteurs, le plus jeune, c'est-à-dire le moins pollué par la société, en lui disant « je te fais confiance » parce que, dit Montaigne, la confiance oblige, alors que la défiance crée, en fait, légitime quelque part le vol. Et c'est un risque, évidemment, c'est un risque extrêmement fort. C'est une espèce de vide dans lequel on se jette, mais c'est très très beau. Et globalement, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que aussi, et c'est le deuxième principe, ça met en branle une rationalité tout à fait différente. Ça dit en fait, il ne faut pas attendre que les gens soient rationnels pour leur donner des responsabilités. C'est en donnant des responsabilités qu'émerge la rationalité. Mais quelle rationalité? Et là, on voit bien que par rapport aux technocrates, mais encore une fois, le mieux intentionné, le préfet, le président de communauté de communes qui veut faire respecter les lois de la République, c'est-à-dire des gens qui veulent rationaliser l'organisation administrée, ben là on a affaire à une autre rationalité
qui est beaucoup plus complexe à expliciter. C'est pour ça qu'elle perd toujours dans les débats. Parce qu'elle maîtrise moins le langage, parce qu'elle en a moins besoin, parce qu'elle se repose sur des savoirs vernaculaires, complexes, qui transmis de génération en génération et qui n'ont jamais fait l'objet d'une restitution complète, en fait, parce que c'est impossible. Mais ce sont néanmoins des savoirs qui permettent, et c'est quasiment indicible, qui permettent de comprendre, justement, quand on gère une source, qui permettent de comprendre par une multiplicité d'indices qu'on ne saurait formaliser, quand est-ce qu'il y a un problème de sécheresse, si cette mare-là est à sec, ça veut bien dire que dans un mois, on aura un problème d'eau à la source. Mais tout ça, c'est des choses qui sont intangibles quasiment. Et c'est une rationalité, évidemment, qui émerge par le bas et qui émerge collectivement. Le troisième principe, c'est évidemment l'absence de police, qui nous choque complètement. C'est l'autogouvernance. Et avec l'idée aussi que les règles sont appliquées par les gens qui les approuvent et qui ensuite les font respecter, et avec évidemment ce malaise que ça peut provoquer dans une société qui fonctionne selon l'état de droit, qu'on va surveiller son propre voisin. C'est bien comme ça que ça se passe, les tours d'eau. Il n'y a jamais, d'ailleurs, Ostrom a dit, il y a beaucoup moins de fraude dans les communs que dans des espaces plus policés. Mais pourquoi il y a moins de fraude? Parce que les gens se surveillent et que s'il y a un gars qui a dépassé de 5 minutes son tour d'eau, tout le monde va lui tomber dessus. Donc, c'est pas, je veux dire, ça a aussi quelque part des inconvénients. Enfin, en tout cas, ça peut nous choquer, mais il faut l'assumer. Et puis troisièmement, et j'y reviens pas parce que j'en ai déjà parlé, quatrièmement, c'est la différence entre la règle et la norme, c'est-à-dire entre la règle un peu intangible et puis la norme rigide. Je voudrais juste prolonger un peu en disant que, évidemment, ce qui donne, et je rejoins complètement le sénateur sur ce sujet, ce qui donne une modernité incroyable à ce sujet et qui devrait le remettre, je pense, dans l'espace public, c'est évidemment la question écologique. Parce que d'abord, ce sont des gestions à long terme, très clairement, et que deuxièmement, il y a toujours eu dans l'écologie politique cette idée que c'est en décentralisant qu'on responsabilise les gens par rapport à leur environnement. C'est toute l'idée des biorégions. Alors là, peut-être biorégion, c'est un espace un peu vaste par rapport au commun, mais enfin, on pourrait dire biosection, biocommune, ou je ne sais, qui nous vient des États-Unis. C'est l'idée qu'il ne faut pas attendre que les gens soient écolos pour qu'ils prennent soin de leur territoire. C'est en leur donnant des responsabilités politiques sur leur territoire que naturellement, en fait, ils vont en prendre soin. Si je suis responsable d'un bout de forêt avec 10 de mes pairs, je vais tout d'un coup me poser les bonnes questions. Voilà. Et ça traverse toute la littérature éco, depuis George Sand d'ailleurs, qui, je crois, c'est dans son texte sur Fontainebleau, pas tout à fait sûr, mais enfin, il y a un moment donné où elle parle des communs et elle dit on va encore éradiquer ces communs qui, pourtant, permettent l'entretien, en fait, j'allais dire gratuit pour la collectivité, de part très importante de notre territoire collectif. Et je conclurai par, j'étais pas trop long, je conclurai par une remarque politique quelque part, en disant que c'est quand même aussi l'occasion incroyable de réconcilier les éco-anarchistes et la droite tocquevillienne sur la question de la décentralisation, du local et de l'autogouvernance. Voilà, je vous remercie. Mais merci beaucoup. Et le philosophe vient de justifier, mais de manière très très convaincante, ce que les juristes ici appellent la coutume. Et la plasticité de cette coutume par rapport à la norme écrite, étatique, qui est rigide et qui est toujours en retard d'une guerre ou deux. Voilà. Donc, je crois que nous avons, mais c'était très riche, un petit peu dépassé le temps qui était prévu pour la mise en œuvre de cette première table ronde. Donc, on réservera peut-être les questions pour la fin de la matinée pour les deux tables rondes en même temps. Hein, je crois que... Ah oui, voilà, si vous avez des questions pour... Voilà, pour monsieur le sénateur et pour monsieur Koenig. Donc, on peut faire assez vite. Bon, merci beaucoup. Non. Monsieur le sénateur, c'était très intéressant. Tout le monde était très intéressant. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Sophia Laurence. Je viens du département de l'Ain. Puisque vous êtes là et puisque vous êtes au courant, nous sommes restés longtemps avec la notion de la bête de la proposition de loi de Patrick Chaize de 2019. Ça a été déjà
c'est tombé en caduc et ça a été remplacé par une nouvelle proposition de loi qui s'appelle, notez bien, visant à améliorer la gestion des biens des sections de communes. Mais en fait, c'est comme Madame la maire a dit, en fait, c'est pour nous enlever tous les biens des communes. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à nous donner? Peut-être que vous êtes au courant dans le petit cercle, mais pour toute la salle, qu'est-ce que vous avez comme conseil et comme réaction par rapport à notre action pour défaire cette nouvelle proposition de loi? Et je vous remercie. Ce que je sens, c'est qu'il y a 3 groupes de tailles différentes. Il y a ceux qui, comme nous, connaissent l'intérêt des communaux et des sectionaux. Il y a des collègues qui sont dans la dynamique de l'intercommunalité, etc., et qui considèrent qu'il faut déjà faire des efforts pour, dans les intercommunalités, essayer de préserver la commune. Donc, les sections de communes, c'est trop. C'est trop. Si déjà on évite d'empêcher que l'État fasse disparaître la commune, il faut faire un effort, et dans ces cas-là, il n'y a pas de justification pour la section de commune. Et entre les deux, il y a tous ceux qui ne connaissent pas et qui sont très séduits par un discours de rationalisation. Quel discours habituel? C'est ce que vous avez dit, maître. C'est très compliqué. On a rajouté encore des dispositions supplémentaires. Si on peut aller vers la simplification, ça serait une très bonne chose. Et ça, c'est un discours politique qui est aujourd'hui très entendu, très fort. Il faut mettre fin aux normes. Vous connaissez les débats. Alors, on l'a tous montré très justement. Quand les sectionaux fonctionnent bien, il n'y a pas d'intervention extérieure. Ils sont, j'aime pas le terme, mais autogérés. Ils se débrouillent tout seuls. Il n'y a aucune intervention sur l'extérieur. Et dans ma propre commune, la maire, c'est une femme, elle est très contente que les sectionaux s'occupent de choses pour lesquelles elle n'a pas les moyens de le faire. Donc le point sur lequel je voudrais insister, c'est la nécessité de la pédagogie. Il faut réexpliquer ce que c'est, parce que la plupart des sénateurs ne savent pas. Et montrer que, loin d'être une institution rétrograde, vestigiale, au contraire, c'est quelque chose qui peut être très utile pour des synergies à venir. Donc là, ce que vous faites ici est fondamental, et je pense qu'il faudra, d'une façon ou d'une autre, sous une forme très synthétique, très succincte, vous ayez pour chacun des sénateurs de cette institution un discours clair sur la réalité des sectionaux. Et vous faites bien, monsieur le sénateur, d'insister évidemment sur la question de la formation. C'est l'un des axes qu'aimerait développer la charte Valcom, notamment à destination des élus, et pas seulement des sectionnaires. C'est de mettre en place des modules de formation. Alors, en présentiel, en distanciel, comme on dit aujourd'hui depuis quelques années. Voilà, ceci est en cours de réflexion, mais évidemment, alors que ces savoirs, alors que ces pratiques sont souvent ignorées par ceux-là même qui devraient en être les bénéficiaires, il faut mettre en place ces formules. Donc nous allons arrêter là vraiment, et on gardera les questions pour la fin de la matinée. On propose que les personnes de la seconde table ronde s'installent, et on va enchaîner à tous pour votre participation.